Ok, c'est parti. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette quatrième édition du FIFAC. Après la première table ronde qui s'est tenue un peu plus tôt ce matin, qui concernait l'éco-responsabilité de la filière audiovisuelle. La seconde table ronde commence dans quelques instants. Comment faciliter l'accès à l'expression audiovisuelle des communautés locales? Une question qui devient presque une sempiternelle question, puisque chacun effectivement essaye d'y répondre tout au courant de l'année. Et grâce au FIFAC, eh bien, nous allons encore une fois pouvoir creuser la question davantage avec nos invités qui sont avec nous ce matin. Donc, nous avons avec nous Christophe Pierre Yanouana, réalisateur Caligna, donc pour la Guyane française. Kert Agouini, réalisateur à Loukou pour la Guyane également. Nous aurons également un invité via une vidéo, Nouné Loupak, réalisateur Kanak en Nouvelle-Calédonie. Et puis nous aurons également Vanina Lanfranchi, directrice du PIM pour la Guyane, et Caroline Vallée, Wakiponi Mobile pour le Canada. Pour faire une introduction beaucoup plus complète, eh bien, je vous demande donc d'écouter avec beaucoup d'attention Madame Emmanuelle Chouin, la directrice du FIFAC. Bonjour à tous. Vraiment merci d'être là en présentiel. La salle est pleine. C'est un sujet qui nous concerne tous. Les territoires dans lesquels nous vivons, d'Amazonie et de Caraïbes, les territoires ultramarins également, sont riches d'une diversité de populations, et la Guyane en est un formidable exemple de la coexistence de différentes communautés locales. Toutefois, la représentation de ces communautés dans le champ audiovisuel est faible, voire inexistante. Longtemps, ce sont les anthropologues blancs qui ont pris la parole pour faire découvrir au monde l'imaginaire, le mode de pensée et de vie des peuples autochtones. Aujourd'hui, rares sont les productions audiovisuelles portées par des réalisateurs issus de ces communautés. D'autres parlent à leur place. Pourtant, de jeunes activistes autochtones s'emparent aussi des réseaux sociaux pour parler de leur quotidien et de leur lutte. Par la scénarisation et la mise en scène de ce quotidien, ils prennent la parole pour faire perdurer la mémoire de leur communauté, de leur peuple, de leurs histoires ancestrales, et par le biais de moyens de communication qui s'adressent à la jeunesse. Quant à la programmation du FIFAC, elle cherche à rendre compte de la diversité culturelle des territoires amazoniens et caraïbéens à travers la prise de parole de ces réalisateurs. Il est donc important de nous interroger avec vous sur la place que nous faisons à l'auto-représentation de ces communautés locales dans les expressions cinématographiques actuelles. C'est pour cette raison que cette table ronde accueille, comme l'a dit Marielle, 3 réalisateurs, dont Christophe Pierre, qui est réalisateur Caligna, et dont le premier documentaire, Hunt et les origines, a reçu le prix du jury du FIFAC en 2019. Pour le réaliser, il a suivi le parcours de Doc Amazonie Caraïbes, mis en place par le PIM, et Doc Monde, les instigateurs du FIFAC avec la société de production 5 degrés Nord. Nous avons également Kert Agunti, dont le film Wani, co-réalisé avec Nicolas Pradal, est en compétition officielle cette année au FIFAC. Bravo Kert. Nouné Loupak, réalisateur engagé dans la défense de l'identité kanak. Donc tous 3 sont des réalisateurs français. Cependant, la place des communautés locales dans nos sociétés
et de leur représentation à l'écran varient bien souvent d'un pays à l'autre, soit en fonction de la composition sociale de chaque pays, mais aussi du modèle d'intégration revendiqué, modèle assimilationniste contre modèle communautariste, par exemple. Je voudrais souligner justement que la majorité des États du bassin amazonien ont reconnu le statut de peuple autochtone au sens du droit international. L'État français, quant à lui, n'a toujours pas signé la Convention de l'Organisation internationale du travail, adoptée en 1989, et qui prévoit des droits spécifiques au profit des peuples dits premiers. Les 11 000 Amérindiens de Guyane, répartis en 6 ethnies, sont considérés juridiquement comme de simples citoyens français. Précisons qu'ils ne le sont devenus, tout comme les communautés bushinangé, qu'à la fin des années 60, dans le cadre du programme de francisation du préfet Robert Vignon. D'un autre côté, également sur la scène du droit international, dans l'enceinte de l'ONU, les peuples autochtones imposent progressivement leur existence en tant que peuple, devant avoir une autonomie juridique qui leur permette d'exprimer leur identité. Cette identité passe par des langues, des civilisations, des cultures, des productions artistiques, des savoirs. Alors, de quelle manière nous, structure culturelle de l'audiovisuel, travaillant dans ces territoires, pouvons-nous favoriser et accompagner l'expression artistique de ces communautés? C'est pourquoi nous accueillons autour de cette table ronde 3 structures qui sont traversées par ces questions et s'investissent autant dans le champ de la production artistique que celui de la formation. Il s'agit ici de partager leurs pratiques et leurs expériences. Donc, nous remercions sincèrement le pôle image du Maroni, notre voisin au camp de la transportation et avec qui nous collaborons de manière étroite et fructueuse, représenté par sa directrice, Vanina Lanfranchi. Wapikoni Mobile, structure canadienne, donc qui sera en visio et qui offre aux talents autochtones un accompagnement personnalisé sous forme de mentorat dans le champ de la musique et du cinéma et dispose, c'est important de le savoir, d'une collection de plus de 1300 courts-métrages d'auteurs issus de ces communautés locales. Nous aurons peut-être Ana Dantes du Brésil, mais pour l'instant elle n'est pas arrivée à se connecter, qui évoquera le projet Selvagem, cycle d'études sur la vie, qu'elle a co-réalisé avec Ailton Krenak, qui devait être là aussi, mais en fait il ne parle que le portugais et nous avons simplement une traduction en anglais. Et nous proposons un des contenus digitaux de ce projet en compétition officielle au FIFAC et que je vous invite à regarder, La Flèche 3, Métamorphose. Voilà, donc j'ai fait le tour et je vais laisser la parole à Marielle Salmier. Alors justement, des félicitations s'imposent pour vous, chers réalisateurs. C'est bien d'avoir effectivement eu cette initiative et vous allez nous parler donc dans quelques instants effectivement des problématiques ou des difficultés que vous avez rencontrées et surtout de votre parcours. Mais justement, avant d'en parler, nous allons effectivement donner la parole à Vanina Lanfranchi qui, elle, du coup, en tant que directrice du pôle image Maroni, va pouvoir aussi nous expliquer son implication et son rôle justement dans votre évolution en tant que réalisateur. Merci Marielle. Oui, en effet, alors je m'excuse, hein, je vais lire ce que j'ai préparé parce que on a une semaine bien chargée et j'ai la tête bien pleine. Donc pour ne rien oublier, j'ai préféré écrire tout ça. Et c'est vrai que moi je vais me placer du point de vue de l'éducation aux images puisque c'est notre cœur de métier depuis 2006 maintenant.
À mon sens, fabriquer des images, que ce soit des films de fiction, des films documentaires, des films d'animation, c'est un magnifique outil d'apprentissage qui favorise la connaissance de soi, de l'autre, dans un dialogue interculturel, voire intergénérationnel. Avec Atelier Vidéo et Multimédia, nous développons depuis 2006 le pôle Image Maroni, qui est reconnu aujourd'hui comme pôle régional d'éducation aux images, le premier en Outre-mer. Nous menons des actions liées à différents dispositifs nationaux qui nous permettent d'accompagner les publics dans leur rapport aux images sur le territoire de la Guyane. C'est un travail d'éducation aux images qui permet d'aider les jeunes dans leur relation au déferlement d'images et d'informations qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Nos publics sont les jeunes d'ici, issus de différentes communautés qui forment le paysage multiculturel de la Guyane. Et la majorité de nos actions dans les quartiers des communes de Guyane, comme Cayenne, Regina, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni, intègrent ce brassage culturel. Et les films qui y sont réalisés en atelier sont le résultat de cette interculturalité et révèlent d'une certaine façon la société guyanaise. Nous travaillons depuis des années sur ce principe de création partagée, que ce soit dans le cadre de notre média participatif Chronique du Maroni, où nous formons au reportage citoyen, ou des ateliers de pratique cinématographique que nous mettons en place en milieu scolaire ou dans les quartiers, en partenariat avec des associations. Pour rester dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du travail que nous menons depuis 10 ans avec l'association Liba Kadabra dans le quartier de Saint-Jean. Ce quartier de Saint-Laurent-du-Maroni est essentiellement composé de la communauté Bushinangue Djuka. Nous avons réalisé au fil du temps un documentaire sur le quartier, un film d'animation et quelques films de fiction. Ça fait 5 ans maintenant que nous faisons intervenir le réalisateur Hugo Rousselin dans le cadre d'ateliers de pratique cinématographique où les jeunes écrivent et réalisent des films. Ces jeunes-là, du coup, grandissent avec ce rendez-vous régulier de fabrique de l'image et les ciné au quartier que nous organisons leur permettent de montrer leurs films, d'une part, mais aussi de voir les films d'ailleurs. Ce travail qui est mené est un véritable espace de création partagée. Et Hugo, je vais reprendre les mots d'Hugo qui l'explique très bien, et qui nous a dit dans notre newsletter, les jeunes avec qui je travaille sont généreux dans la manière de me transmettre leur culture. Souvent, les thématiques qu'ils choisissent pour leurs films sont empreintes de magico-religieux. Faire des films avec eux, c'est entrer en connaissance de parts très intimes de leur culture. Faire des ateliers, c'est un échange à double sens. Je suis ignorant de la majeure partie de ce qu'ils sont et ils ne connaissent pas les métiers du cinéma. Alors chacun essaye d'aller vers l'autre dans un but commun, celui de faire un film qui les touche dans la forme comme dans le fond. Donc je vais vous proposer de voir maintenant un petit extrait de Nenseki, le tout début, car on n'a pas encore, on est en train de le finaliser pour, je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, donc c'est les 2 premières minutes 45 du film. Cédric, si tu veux bien faire ça pour moi. Yo-yo strikes again.
feni avinga lenga mito. Nyabe. Wa no bushini veni. Kusaide. Ngabalino, ane manino, de takumanino. Me isho famille de la temi bali ya de sania ya iteke ki ya de sania me bali ye goteke sani ko ngita mama te infendeng. Beshi na bemi yebim se kawa foto dimbe meke mi fufu wa fingalinga ainu wa fude kampo na potali famu ton kuno gimi be yumu chayengo baka gomiti John augi atoli Voilà. Donc, si vous voulez voir la suite, ça sera au Festival de la Toile des Palmistes dans 2 semaines, puisque le film a été sélectionné dans la programmation et concourt au prix Canal+. Donc c'est super, on est vachement contents. Et on descend avec, on va à Cayenne, on va à Cayenne avec tous les jeunes qui ont participé à ce film pour aller le présenter et puis aussi profiter du coup d'un festival aussi à Cayenne, puisque Saint-Laurent ils vont y venir, voilà, mais c'est aussi de se déplacer et d'aller dans une autre commune où ils vont pouvoir rencontrer aussi des réalisateurs, voir des films et voilà. Donc on est très contents. Et ces espaces de diffusion sur le territoire sont vraiment importants pour valoriser les œuvres produites, en fait, même si elles sont amateurs ou qu'elles ne sont pas encore, elles sont à la limite du professionnel, c'est vraiment très important. Donc c'est vrai que les jeunes réalisateurs et réalisatrices de Nenseki ne pouvaient pas être là aujourd'hui, certains sont à l'école ou au lycée, et ils ne pouvaient pas témoigner de leur parcours. Mais alors moi, je suis vachement fière en fait, parce que à côté de moi, j'ai Cœur Sagouinti et Christophe Yanouana-Pierre, et qui, eux, peuvent témoigner de ces parcours, parce qu'ils y ont participé pendant des années. Cœur Samari-Passoula, Christophe à Saint-Laurent. On l'a dit tout à l'heure, Christophe a remporté le prix du FIFAC, mais c'est en 2014, Christophe inaugurait la première résidence d'écriture du programme Doc Amazonie Caraïbes. Ici, à Saint-Laurent, c'était dans la cuisine du camp de la transportation et c'était très émouvant. Certains dans cette salle s'en rappellent. Et où j'en étais, du coup, je me suis un peu égarée dans mon truc. Et Kurt, lui, a participé à la résidence, c'était en 2017. Et il est venu défendre son projet avec Nicolas Pradal, son co-réalisateur et co-auteur, en 2018, ici même aussi, pour les rencontres de coproduction. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu m'as volé ma conclusion. Christophe donc, a remporté le prix du FIFAC en 2019. Il décroche le prix découverte de l'ASCAM en 2020. Et Kurt a présenté son film Wani aux États généraux du film documentaire de l'USAS en Ardèche, ce qui n'est pas rien. Et il est en compétition cette année au FIFAC. Donc je suis vraiment heureuse, émue et satisfaite aussi du travail qu'on mène depuis des années et qui vraiment porte ses fruits, on peut le dire. D'une certaine façon, nous sommes arrivés à créer un cercle vertueux qui mêle le voir, le faire et le diffuser. Voilà, je rajouterai que la volonté du programme Doc Amazonie Caraïbes, que nous menons donc depuis 2014 en partenariat avec Doc Monde en Ardèche, que nous développons grâce à son réseau à la fois de formateurs chevronnés et de producteurs bienveillants, parce qu'ils sont là aussi pour accompagner des jeunes réalisateurs et des jeunes réalisateurs aussi en écriture. Et donc il faut être
un bon producteur bienveillant pour pouvoir le faire, parce que parce que c'est des projets qui partent souvent de loin, même s'il y a de très belles histoires à raconter. Voilà, et du coup, je terminerai là-dessus en disant que, pour reprendre la thème finalement de cette table ronde, pour une plus forte diversité aux écrans ou dans les emplois, et face à ce constat de la force des images au XXIe siècle, il apparaît de plus en plus évident que les métiers liés à la filière audiovisuelle vont prendre de plus en plus d'ampleur. Il faut donc légitimement se poser la question de la formation, et donc de l'ouverture peut-être de filières spécialisées. Voilà. Donc je terminerai là-dessus, et puis je pense que le plus important, c'est de laisser la parole à Kurt et Christophe, puisque finalement, c'est eux maintenant. Effectivement. Alors en tout cas, avant même de leur donner la parole, je pense que nous avons un public qui a été attentif et qui sera d'accord avec moi si, lorsqu'on pose la question comment faciliter l'accès à l'expression audiovisuelle des communautés locales, le PIM et le FIFAC répondent déjà à une partie de cette question. Donc ça mérite des applaudissements parce que ça permet aussi à ces jeunes réalisateurs de pouvoir, justement nous parler de leur parcours. Donc voilà, merci beaucoup Vanina. Alors Kurt Agundi, donc pour la Guyane, je précise parce que nous sommes vus aussi en ligne, et je tiens quand même aussi à préciser que lorsqu'il va y avoir, s'il y a donc traduction à faire, il va falloir activer la fonction interprétation sur le Zoom. Voilà. Sinon, eh bien, ce sera compliqué pour vous. Alors, comment s'est passée justement cette aventure? À quel moment on se dit j'ai envie de réaliser un film? Donc, bonjour à tous. Donc, l'aventure pour moi, elle a commencé en 2015 dans une formation préqualifiante dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma, organisée par AVM en collaboration avec Oui. Donc, on a fait 6 semaines à Roura avec un formateur formidable, Serge Poyotte, qui je remercie aujourd'hui. Après ça, j'ai continué à suivre des formations ici à AVM, formation en JRI, en portrait. Ils sont aussi venus à Maripasoula. Ils étaient très présents d'ailleurs à AVM. C'est grâce à eux que Maripasoula aujourd'hui connaît les métiers de l'audiovisuel. Parce qu'ils ont de plus en plus fait des formations, ils sont venus. Donc c'est comme ça que je me suis lancé. Après, une association, chercheurs d'autres, basée à Toulouse, sont venus pour faire une captation. La captation de la levée de deuil du grand Mandoudou, décédé. Donc, durant cette captation, il y avait Nicolas Pradal aussi. Et nous, on faisait partie, l'équipe de jeunes qu'AVM avait formée. Donc, ils nous ont recrutés pour leur aider à tourner, prendre la caméra, le son. Et après ça, après la captation, on a vu les images. On s'est dit, Nicolas et moi, que, OK, la captation, elle est bonne, mais après, pourquoi ne pas faire un film documentaire? David Crochet aussi nous a donné un coup de pouce, chercheur d'autres. Puis on s'est lancé. Après, on est parti dans la résidence d'écriture en Martinique. 2 semaines. On est revenu pour les rencontres Croupod. Et puis, on est passé, on a eu 5 degrés Nord Production et la cuisine aux images. Ensuite, le tournage. Le tournage, c'était pas facile, mais c'était une aventure à vivre, une aventure inoubliable. Donc, il fallait qu'on se débrouille pour avoir des... À Maripasoula, pratiquement la plupart des commerces ne sont pas régularisés. Donc, pour avoir des reçus, même pour les transports, c'est un peu compliqué. Après, on a dû tourner sur le fleuve, c'était un risque de couler avec le matos. Ensuite, en forêt, on n'avait pas d'électricité, donc il fallait préparer des batteries ou remonter dans un petit village pour recharger les batteries, téléphone, etc. Heureusement, tout s'est bien passé, on est revenu. Puis pour le montage, on est parti au Pays Basque. Donc on a passé 6 semaines là-bas, Nicolas et moi, avec un monteur basque. Et par la suite, le film sera sous-titré en basque. Donc le Pays Basque aussi va connaître la culture aloukou. Donc voilà, tel est mon parcours et je remercie encore ceux qui m'ont soutenu. AVM et tout le reste. Merci beaucoup.
Alors, quand on t'entend comme ça, on se dit, mais en fait, c'était super facile au final. Il a eu tous les soutiens, il a eu tous les accompagnements. Alors qu'en fait, c'était, il faut bien le dire aussi, c'est une démarche vraiment active aussi de ta part, d'aller effectivement taper aux bonnes portes et puis ensuite d'être bien accompagné. Qu'est-ce que tu avais comme ambition au tout début? Tu t'es dit, je veux que ça devienne mon métier, je veux en vivre. Comment ça se passe? Au tout début, moi, je rêvais d'être acteur, de tourner dans un film hollywoodien, être une grande star. Mais bon, par la suite, j'ai vu que j'ai commencé à prendre des photos avec des petits appareils photo. Ensuite, AVM est venu proposer la formation. Je suis allé, je me suis rendu compte que, en fait, le vrai métier du cinéma, c'est derrière la caméra, derrière les micros, derrière le stand, quoi. Toute l'équipe de tournage, c'est grâce à eux qu'un film sort de quelque chose, sort de nulle part. Il faut quand même un peu d'acteur, quand même. Oui, c'est sûr, mais sans les, sans les caméramans et tout, l'acteur. Non, on est d'accord. C'est une équipe complète, bien entendu. Ce sont plusieurs maillons qui forment une même chaîne. On est complètement d'accord. Donc aujourd'hui, tu as d'autres projets, d'autres ambitions. Il y a quelque chose dans les tuyaux. On peut avoir un scoop peut-être pour cette 4e édition du FIFAC? Oui, j'ai d'autres projets, bien évidemment. J'ai un projet sur un chanteur. Je ne dévoilerai pas son identité, mais un chanteur de Maripasoula qui a fait des scènes internationales aux States et en Europe. Donc je voudrais faire sortir son parcours, le faire remonter, qu'on puisse le connaître au plus loin, quoi. Alors, pour conclure, pour la dernière question que j'ai à te poser, est-ce que du coup, lorsqu'on t'accompagne comme ça pour un film, et qu'après, enfin, ça y est, tu vois le film, tu es content, est-ce que tu as une idée de comment ça va se passer pour qu'il soit diffusé, notamment sur des chaînes ou lors de festivals? À quoi tu t'attends au départ? Tu t'attends à ce qu'il soit diffusé sur quel média, par exemple? Au départ, je m'attendais qu'il soit tourné seulement dans les médias locaux. Je ne pensais pas que ça allait atterrir dans un festival, au départ. Donc voilà. Donc ouais, j'ai été surpris, très ému de savoir que j'ai été sélectionné aux États généraux, puis ensuite ici au FIFAC. Merci beaucoup pour ton témoignage. Tu restes avec nous et tu interviens quand tu le souhaites. Merci beaucoup, Kert Agunti. Nous avons également un deuxième réalisateur qui est avec nous, Christophe Yanouana-Pierre, réalisateur Kalinia, qui va aussi donc nous parler de son expérience, nous expliquer aussi le début de son aventure et jusqu'où elle l'a mené. Bonjour à tous. Pour moi, ça a commencé par des projections, en vérité. Et d'abord, ça a commencé par le festival américain Moloma, qui se faisait, et qui est un peu l'ancêtre du FIFAC. Et il y a une année où la thématique était justement Amérique, des terres autochtones. Et puis il y avait toute une sélection de films où on parlait des autres pays voisins. Et comme la plupart des jeunes de Saint-Laurent, moi, ce que je dévorais, ce que je mangeais quelque part, c'était la production essentiellement hollywoodienne. On n'avait aucun autre accès à une autre manière de raconter les choses, de montrer les choses, de mettre en image avec un autre rythme, une autre musique. Et finalement, en Guyane, on est assez isolé, dans le sens où on n'a pas accès facilement à la création cinématographique des pays voisins, que ce soit du Brésil, du Suriname, Colombie et tout. Et ça m'avait beaucoup touché. Je me disais que en fait, il fallait que plus de monde voit ce genre de film. Et puis du coup, c'est comme ça que je me suis rapproché d'AVM. Et du coup, on a commencé à faire des projections dans les villages et tout. Et après, c'est Vanina qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ferais pas ton film toi-même, en fait? Et moi, je me suis dit, oui, bon, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai essayé avec le Doc Amazonie Caraïbes. Et puis, je ne savais pas réellement dans quoi je m'embarquais et quelle proportion ça allait prendre, puisque je connais Cédric depuis un moment qui travaillait à AVM et tout. Et du coup, au lycée, dans les ateliers, etc., il y avait des films qui se faisaient, on y participait, on changeait chaque fois de rôle, etc., devant la caméra, derrière la caméra, au son et tout. Mais pour moi, je ne voyais pas à ce moment-là, quand j'accepte cette proposition, que c'était un métier, que c'était
que ça pouvait prendre autant d'ampleur, qu'il y a de l'organisation, qu'il y a du temps derrière, il y a de la patience, il y a l'écriture, il y a de la recherche de financement, etc. Même si c'est le travail du producteur, on est dans une temporalité qui, quand on n'est pas dedans, on ne peut pas le savoir en fait. C'est-à-dire que souvent on a tendance à se dire, vas-y, on prend la caméra, on filme et puis après le film dans la foulée il sort, mais en fait il y a toute une panel d'étapes à suivre et des fois ça peut paraître usant, en tout cas ça te fait travailler la patience énormément. Et du coup c'est comme ça que je me suis embarqué dans cette aventure et puis du coup c'est Ardèche Images Production qui est en coproduction avec Bérénice Production de Guyane et un fort appui de 5 degrés Nord et d'AVM. C'est comme ça que s'est organisé le tournage en 2 parties, puisqu'il y avait une cérémonie qui se faisait de levée de deuil de ma famille, et ensuite il y avait tout un voyage vers les Tumucumac à l'extrême sud de la Guyane. Et ensuite il y a eu la période de montage qui pour moi on a fait en 3 semaines et demie, 4 semaines, ce qui en fait est très peu en termes de montage, mais voilà, j'étais réalisateur débutant, on sortait pas d'école de cinéma. Enfin, à un moment, il faut également prouver ce qu'on vaut. Et du coup, les financements n'ont pas réellement suivi derrière. On a fait un film un peu avec les moyens du bord, tout en étant quand même correct, mais du coup, voilà, enfin, si aujourd'hui j'aurais voulu avoir un peu plus de temps de montage, par exemple, quand je revois le film, je me dis, voilà, voilà, on y voit les défauts, mais c'est le jeu également, du coup, c'est l'apprentissage. Donc, pour moi, c'est comme ça que je me suis embarqué. Ensuite, c'est vrai que ce qui était quelque part, les télévisions ont des cases très précises, ils veulent du 52 minutes. Le film il fait 57, donc ça rentre pas facilement dans une case télévision, donc ça a été diffusé très peu en télévision. Et ensuite, il y a également les questions de sous-titrage. Les télévisions sont pas habituées aux sous-titres, ils aiment bien le doublage. Donc ça n'a pas vraiment eu un parcours énorme en télévision. Il a été diffusé uniquement, je crois, sur Guyane Première et Lyon Capital TV. Et ensuite, ce sont les festivals. Dans le festival, du coup, FIFAC, avec le prix spécial du jury. Il y a eu le prix de la SCAM, qui est quand même... je me suis dit, mais je savais même pas... je pensais avoir aucune chance, et en vrai, on a inscrit le film comme ça pour dire, vas-y, on essaye. Partout où l'inscription est gratuite, on essaye. Donc... c'est comme ça que les choses se sont faites. Il y a eu le festival Présence autochtone à Montréal. On a eu le prix cinéaste de la relève. Après, il y a eu des sélections en Nouvelle-Calédonie et puis dans plusieurs villes en France. Puis on a également eu le prix Nouveau Regard Festival d'Albertville. Et puis voilà, donc maintenant il commence à être vieux, du coup il faut en sortir un deuxième. Mais par contre c'était vraiment un bon début et finalement pour moi je me suis découvert à ce moment-là parce que le plus grand défi, comme on vient pas du milieu de l'école de cinéma et tout, c'est et qu'on vient d'un autre univers. Un autre univers où les images ont un autre rôle, ont des timbres différents, où la narration est différente, et où, quelque part, il faut analyser comment, chez nous, les choses se racontent pour ne pas se trahir dans la manière dont on va faire un film. Et c'est là où le défi est grand, dans le sens où on est quand même fortement influencé par toute l'industrie cinématographique hollywoodienne, et il faut déjà déconstruire ça. Et c'est vrai que du coup, moi j'avais quand même une fierté quand il y avait les anciens des villages qui me disaient alors, enfin j'arrive à suivre un film totalement dans ma langue, et puis le rythme, de dire que tu as été fidèle à la manière dont on est dans notre communauté. Et du coup ça, et puis finalement le fait également que ça touche un peu partout, puisque la SCAM c'est
une certaine partie, comment dire, c'est une certaine sensibilité. À Montréal, c'est une autre, à Albertville, c'est une autre, aux États généraux de l'USA, c'est une autre, et que le film comme ça arrive à parler, au fait, et à toucher des publics différents. C'est vrai que pour moi, c'était quelque chose. Et puis encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte où ça existe. Que ce soit pour Kurt et moi. Kurt vient de Maripasoula, moi je viens de Saint-Laurent, mais avant tout dans un contexte mondial ou même seulement national. En fait, on vient d'un petit bled paumé qui ne compte pas à l'échelle du monde ou de la nation, et le fait que les histoires que l'on raconte puissent toucher, ben, pour nous c'est quand même une certaine fierté, et de dire que ça parle à tout le monde. Et puis finalement on a des multitudes d'autres histoires à raconter, et j'espère que d'autres jeunes vont également s'emparer finalement pour moi c'est quelque part également une arme de décolonisation des esprits. Pour moi c'est un outil, il faut l'utiliser, il faut l'exploiter, il faut s'en emparer, il faut qu'on raconte nos propres histoires. C'est ce que je leur disais tout le temps quand je discutais avec les jeunes de mon village. Je dis le jour où nos enfants arrêteront de regarder des trucs du type Dora l'exploratrice et que ils vont voir nos histoires à nous, nos contes à nous dans les écrans, parce que les écrans ne vont pas disparaître, ben on aura sauté un pas, mais on mérite également d'être à l'image, et souvent on a été invisibilisé, et maintenant qu'on peut, grâce à plusieurs programmes, grâce à l'accessibilité du matériel et grâce également au fait que l'on veut s'en emparer, ben, du coup, il faut qu'on raconte nos histoires et pour qu'on puisse faire partie du monde. Donc, voilà. Bon. C'est si bien dit que j'avais des questions que je n'ai plus à poser. Notamment, j'en avais une, peut-être que Kurt pourra répondre aussi, hein, Christophe aussi. Hein. Est-ce que vous vous sentez du coup presque doté d'une mission presque pour vos communautés respectives? Tu parlais de fierté tout à l'heure. Est-ce que pour toi, effectivement, ou pour toi, Kurt aussi, vous avez envie de raconter des choses parce que vous dites que personne ne les voit mieux que nous à travers nos yeux, et que vous êtes sûr d'être les seuls qui vont pouvoir donc justement les raconter à votre façon pour qu'elles soient comprises? C'est comme une mission pour vos communautés respectives? Pour moi, je dirais oui, parce que, comme le disait Pierre, pouvoir raconter l'histoire comme elle est exactement, il faut connaître. Et si on ne connaît pas, c'est comme si un étranger qui débarque, il fait un film, il filme tout ce qui l'impressionne, et après, derrière le montage, il va faire un montage selon ce qui l'impressionne, quoi, selon ce qu'il ne connaît pas. Il ne va pas forcément le faire dans l'ordre des choses. Oui, sans les codes, hein, tout simplement. Quelque chose à rajouter peut-être, Christophe, Pierre, par rapport à cette question, très brièvement. Ben oui, en partie, puisque on fait partie des premiers qui sortant qu'on arrive à faire des films, que ce soit chez les Bushnagel ou chez les Amérindiens. Mais par contre, à terme, moi je ne souhaite pas non plus m'emprisonner et être le réalisateur amérindien du coin. En fait, je veux avant tout faire des films, et là je suis sur un deuxième film, ça va parler notamment de la spiritualité kalinien, mais mon troisième film, je le projette plus sur, par exemple, la situation des migrants en Guyane, et je me laisse la liberté de raconter des histoires qui me touchent avec ma sensibilité, mais je veux pas juste avoir l'étiquette réalisateur kalinien, parce qu'encore une fois, ça peut, pour le moment ça va, on fait partie du premier, mais sur du long terme, on est avant tout, à un moment donné, si on continue sur cette voie, on veut être des réalisateurs, peut-être à part entière, peut-être talentueux, peut-être moins, enfin on verra bien. En tout cas, pour l'un d'entre vous, quand même traduit en basque, hein, quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Même que Wani va être traduit en langue des signes, parce qu'en fait on est en train de travailler avec la PADAG à l'heure actuelle. Alors on va y aller petit à petit parce que ça prend un certain temps, et donc c'est les usagers de la PADAG qui vont traduire le film en langue des signes. Donc j'espère que peut-être au prochain FIFAC ou prochaine toile des palmistes on pourra le présenter
Voilà, pour une autre communauté de langue. Merci beaucoup pour l'information complémentaire, Vanina. Nous allons voyager ensemble et nous rendre en Nouvelle-Calédonie, mais via une vidéo. Hein, donc, imaginez quand même l'eau bleue, les coraux, etc. Avec Nouné Loupak, réalisateur kanak, qui va s'adresser à nous via la vidéo. Ce sont ces deux choses-là qui ont fait que j'ai voulu réaliser des films, c'est-à-dire l'endroit où j'ai grandi et puis la prise de conscience qu'il manquait le 7e art, en fin de compte, en Nouvelle-Calédonie, quoi. En tout cas, le développement de ce 7e art en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Alors, comment se sont passés les débuts? Est-ce que vous avez été confronté à des obstacles? Parce que vous vous êtes formé, vous aviez cette volonté-là, mais est-ce que ça a été compliqué, facile de vous lancer dans cette carrière? Alors oui, en ayant eu mon diplôme en 2012, je n'avais je n'étais pas conscient des difficultés que j'allais connaître en revenant en Nouvelle-Calédonie parce qu'en étant en métropole, j'avais fait ce premier film-là qui a fait que je suis devenu intermittent du spectacle. Et donc, déjà là, j'avais un statut d'artiste. En revenant en Nouvelle-Calédonie, ensuite, en 2013, j'ai dû perdre ce statut. Et c'est là que je me suis confronté aux aux réalités locales faites de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune chose de faite à ce niveau-là, c'est-à-dire déjà aucun statut pour les réalisateurs ni les producteurs, et c'était valable aussi pour les musiciens, quoi. Donc, moi qui sortais d'une école de fiction, je reviens en Nouvelle-Calédonie, je m'aperçois qu'il n'y a aucun fonds d'aide pour pouvoir faire des films, et je m'aperçois aussi que en ayant établi un premier, on va dire, un premier budget prévisionnel pour pouvoir faire un court-métrage. Je ne parle même pas encore de long-métrage ni de moyen-métrage, mais un court-métrage de fiction. Il n'y avait même pas de fonds qui pouvaient être attribués pour pouvoir faire déjà des courts-métrages de fiction. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des documentaires. D'accord. Mais il y avait aussi cette volonté de représentation dont vous parliez au tout début, quand vous étiez dans votre village et vous voyez que cette réalité n'était pas représentée comme vous la viviez sur les écrans de télé. Et est-ce que ça a été difficile de proposer vos histoires, votre point de vue? Est-ce que vous avez été confronté à des obstacles? Ma génération, on va dire, pour ma génération qui suis rentré dans le milieu du cinéma à cette époque-là, 2010-2012, on va dire que peut-être que je me dis aujourd'hui, j'ai eu de la chance parce que le pays, il a évolué aussi en fonction de la visibilité des minorités. Il y a certaines choses qu'on ne montrait pas, qu'on a su montrer, En fait, au niveau de l'information, le pays, il est allé tout doucement, quoi. Et moi, mes films aussi, je les ai écrits aussi en fonction de l'évolution du pays, des mentalités. Sachant que, au pays, on est toujours, on va dire, on est toujours un pays colonisé. Donc, au niveau des médias, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout montrer. Il faut aller tout doucement. Il faut prendre en compte aussi les différentes communautés qui sont autour de la communauté kanak. Et donc, je pense que la première difficulté, c'était de composer avec tout ça. D'accord. Pour pouvoir essayer de raconter ma vérité, en tout cas. Parce que vous avez fait quand même beaucoup de films. Hein. Votre CV, il commence à être assez impressionnant. Chaque année, il y a des 52 minutes, une série de 26 minutes que vous développez dans le temps. Vous avez vu une évolution, finalement, cette adaptation, comment elle s'est concrétisée pour que vous trouviez votre place? L'évolution, elle s'est faite aussi, je dirais, par rapport à des programmes de télé qui se sont mis, qui se sont intégrés on va dire, dans la grille de diffusion pour qu'il y ait des cases de documentaires. Il n'y a toujours pas de case de fiction, mais on a réussi à avoir une case de documentaire, d'où la série de documentaires que je fais depuis 2017. Donc ça a beaucoup permis à des réalisateurs comme moi, on en est plusieurs à faire, en tout cas, des documentaires de création, à montrer un peu nos us et nos coutumes. Parce que moi, la plupart des films que je fais, c'est souvent sur la communauté kanak. Même si
autour d'elle, il y a les autres communautés qui participent. Mais la plupart du temps, j'essaie de défendre l'identité kanak et aussi surtout le vivre ensemble. Surtout le vivre ensemble. C'est vrai que c'est des grands mots comme ça, mais on va dire que dans la réalité de tous les jours, c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment difficile quoi, à mettre en œuvre. Hein. Comme dans chaque culture, hein, ben, par exemple ici dans la culture kanak, il y a souvent des histoires qu'on essaie de raconter, mais que ces histoires-là, comme je le disais dans une présentation là, écrite, ces histoires-là, en fait, il faut qu'elles soient racontées que par les personnes qui sont légitimes à raconter. Et c'est pour ça que moi, quand je réalise mes films, en fait, je fais parler mes personnages. Et quand je choisis un sujet, en fait, ce sujet-là, il ne peut qu'être raconté par ces gens-là, en fait. Et c'est pour ça que des fois, c'est des films qui sont uniques, parce que cette parole-là qui est partagée, c'est vraiment la parole, en fait, du personnage qui est légitime et qui est concerné. C'est-à-dire que quand cette personne-là, elle va partir, eh ben, le film-là, il va exister que enfin, ça sera la parole du clan, quoi. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est très important, en fait, que, en tout cas, pour la culture kanak, qu'on se serve justement de cet outil-là. Parce que dans la culture, il y a, dans ce métier-là de cinéaste, il y a aussi le respect, en fait, de la culture. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien. Et il y a souvent un exemple aussi que je donnais, c'est que quand nous, on fait la coutume, il y a un locuteur et il y a un récepteur. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui parle, les gens qui sont en face, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent et ils écoutent. Et c'est un peu le même concept que quand on va dans une salle de cinéma, quoi. Parce que quand on regarde un film, quand on rentre dans le cinéma, il n'y a qu'une parole qui en émane de l'écran. Et toutes les personnes qui sont en face, ben, ils regardent et ils écoutent. Donc, quelque part, pour moi, quand je fais un film, ben, je fais une coutume pour les spectateurs. Et c'est vrai que moi, enfin, en tout cas, de ma petite carrière de cinéaste, depuis que j'ai commencé dans ce métier-là, je me suis aperçu que, on va dire que le cinéma européen, comme certains le disent maintenant aujourd'hui, que tout a été fait. On retourne sur les fondamentaux, où il y a des cinémas de genre qui commencent à se créer. Mais moi, je pense que le cinéma du Pacifique, ça sera l'avenir, en fait, du cinéma d'aujourd'hui. J'en suis persuadé. Parce que ça sera le cinéma des minorités. Avec des nouveaux codes, des nouveaux points de vue. On parle de plans américains et tout ça. Moi, je suis déjà en train de réfléchir parce que je commence à voir. J'ai peut-être, enfin, je ne veux pas dire que j'ai inventé, mais par rapport au plan américain, au plan italien avec Commedia dell'arte, le plan japonais avec les petites caméras qui sont faites pour filmer les personnes à table, ben, je veux dire que moi, j'ai aussi mon plan kanak. C'est pour ça que je dis que il y a tout encore, tout est ouvert dans le cinéma du Pacifique. Merci beaucoup. Retenez-le bien, ce nom, Nouné Loupak, réalisateur donc de la Nouvelle-Calédonie. Alors interviewé par Frédéric Violo, quand même, je tiens à le signaler. Alors de l'Atlantique au Pacifique, au final, la même chose ressort. Hein. On ne peut parler de soi que par soi, à travers soi, pour que les autres puissent comprendre effectivement avec nos codes, puisqu'effectivement, sinon, si ce sont des personnes qui n'ont pas les codes pour comprendre et décrypter ce que vous voulez faire connaître au reste du monde, effectivement, ça peut ne pas marcher. Avant d'accueillir notre prochaine invitée, pour rebondir sur les propos de Nouné Loupak, s'il y a donc dans la salle des personnes qui veulent intervenir, aucun problème, il y a le micro qui peut circuler. Si en ligne aussi il y a des questions, nous serons ravis de les accueillir. Moi, j'aurais rebondir sur ce qu'il disait par rapport à ces fameuses cases
documentaire. Tu as effleuré un peu le sujet tout à l'heure, Christophe, lorsque tu disais que si le documentaire fait 57 minutes alors qu'il y a une case de 52, ça rentre pas. Alors, il y a donc, je vois pas tout bien, mais il y a des personnes donc dans la salle qui pourraient aussi intervenir, notamment qui représentent le groupe France Télévisions, par exemple. Est-ce que ça, justement, du coup, ça conditionne votre façon de travailler l'un ou l'autre, Christophe, Kert? Et si des personnes veulent intervenir, qu'elles peuvent? Après, il y a, comme on l'a dit, c'est sur des métiers, c'est une filière économique et tout. Donc, pour moi, j'ai toujours dit, enfin, j'ai toujours dit, c'est mon deuxième film, mais dire, s'il faut à un moment donné qu'il y ait une version télévision avec 52 minutes, il y aura une version télévision, mais après, il faut que, quelque part, c'est une création artistique qui passe par énormément de techniques et énormément de technologies, peut-être, mais c'est aussi une création artistique, donc il faut qu'on puisse, quelque part, avoir notre version à nous, réalisateurs, auteurs, qui dure le temps qui doit durer, et puis c'est une version télé pour que ça puisse être diffusé également. Donc voilà. Alors, des cases. Didier Robin, donc, pour une question. Oui, je voulais juste souligner que ces films n'existent que lorsqu'une télévision veut bien prendre des risques pour coproduire des premiers films. Et qu'une fois que la télévision est là, c'est aussi grâce aux collectivités locales, la CTG, la CCOG, pour parler des deux films de Christophe et Kurz, que les films peuvent exister. On va faire donc circuler le micro. Merci de vous présenter à chaque fois, puisque effectivement nous sommes suivis en ligne aussi. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Jean-Marie Gigon de Sanofi Productions. Je suis en région Centre, en France. Je vais apporter pour compléter ce que disait Didier. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que sans diffuseur, c'est hyper compliqué. Ça m'arrive. J'ai arrivé de produire des films quasiment en autoproduction, mais ça veut dire que c'est très 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 complexe. Après, sur la question de la durée des films, j'ai été souvent confronté à ça et j'ai toujours défendu le film. Et il y a une ouverture, parce que par exemple sur Martinique Première, j'ai des films qui font plus de 52 minutes et on a discuté et à un moment on trouve une place. C'est-à-dire que ça reste toujours ouvert. C'est-à-dire que moi je suis pas du tout pour le formatage, parce que d'abord je pense que c'est la fin du formatage avec les plateformes, mais en plus de ça, je pense qu'il y a toujours une possibilité de discuter avec les personnes avec lesquelles on travaille et j'en suis vraiment conscient. Même par exemple Nouné, dont vous avez entendu le témoignage, moi j'ai commencé la production avec lui. On a fait le premier film ensemble. Je sais qu'il en avait parlé, mais c'était un peu trop long, donc il m'a dit qu'il avait coupé. Et pour moi, ça a été le vrai démarrage de mon travail. C'est-à-dire que lui, il a fait son premier film, moi j'ai fait mon premier film aussi avec lui. Et j'avais été en Nouvelle-Calédonie, invité parce que j'étais là-bas dans l'organisation d'une première fête des Lumières là-bas, et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien de ce pays, et que surtout j'étais en contact avec personne. Quand je dis personne, c'est-à-dire que je voyais des communautés qui étaient les unes à côté des autres, et qui ne se parlaient pas en définitive. Et quand je suis rentré en France, j'ai été invité à une exposition à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Je parle juste un tout petit peu de ça parce que c'est quelque chose de la naissance d'une rencontre. Et j'arrive là-bas, il y a une dame kanak qui m'accueille, qui me dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et je dis je suis producteur. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que c'était pas la réalité, j'étais plutôt réalisateur. Mais j'avais une boîte de prod. Elle me prend par la main, elle me fait traverser la salle, il y a plein de gens, etc. Elle m'amène devant Nouné, puis elle me dit j'ai trouvé ton producteur. Et on s'est regardés tous les deux et on s'est dit c'est sûr, on va travailler ensemble, quoi. Et voilà, c'était la naissance pour lui de son premier film comme réalisateur et moi comme producteur. Donc voilà, de magnifiques réalisations nées d'une injonction première, quand même, faut le dire. La parole donc pour Gabrielle Lornay, donc pour France Télévisions. D'abord, merci Jean-Marie d'avoir précisé que sur Martinique la Première, nous diffusons des films qui dépassent les formats formatés de France Télévisions au niveau national. Oui, nous diffusons des films d'auteurs,
La preuve, c'est que ce FIFAC est accompagné d'une programmation spéciale sur les antennes de toutes les premières du bassin. Nous diffusons les films de l'année dernière, mais nous pouvons aussi diffuser des films des années précédentes qui dépassent largement le format 52 minutes, dès lors que nous sommes d'accord avec ce que dit Fabrice, Pierre, son prénom, Christophe Pierre. Il faut le temps pour que l'artiste s'exprime. Merci beaucoup pour cette intervention rassurante, et j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que on a bien conscience, bien entendu, que sur les grilles de programme des différents diffuseurs, qu'il y a des cases pour chaque chose par rapport au créneau horaire. On sait que tel créneau horaire va plus correspondre à tel programme ou autre. Mais c'est vrai que ce serait bien quand même d'avoir presque de se calquer sur ce modèle en Nouvelle-Calédonie, où effectivement il y a un créneau bien précis. Je crois que c'est une fois par semaine, Frédéric, tu me reprendras, une fois par semaine, je crois, un créneau attribué justement à un film qui permet donc de diffuser justement les productions locales. On aurait bien aimé effectivement qu'il y ait avec nous des représentants de Guyane la Première, parce que c'est vrai que c'est le diffuseur principal, en tout cas pour le territoire de la Guyane, parce que si Kurt par exemple ou Christophe Pierre veulent faire passer leur film sur cette antenne, si effectivement on est dans la même dynamique que pour Martinique la Première, super, vous pouvez y aller. Si un mot qui moi j'avoue bêta. Déjà pour vous dire. Mais si effectivement on est dans d'autres attentes, vous voyez, est-ce que ça diffère d'une chaîne première à l'autre? Non. Donc pour le bassin en entier, donc des chaînes sœurs, donc pour l'entièreté donc des chaînes premières. La programmation FIFAC a été élaborée par Martinique, Guadeloupe et Guyane et est proposée aux téléspectateurs des 3 premières. Nous fonctionnons de plus en plus en bassin afin justement de mettre en lumière et de partager et de croiser ces imaginaires, qu'ils soient de Guyane, de Martinique ou de Guadeloupe. Voilà. Ok, donc pour cette programmation-là et pour les autres à venir, voilà, aussi. Mais oui, et puis ce qui est fait ici, dans ce bassin, a son équivalent en Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis-et-Futuna, puisque nous essayons de plus en plus de fonctionner en bassin. Nous sommes ici au FIFAC. Nous avons aussi le FIFO, où ce sont des films d'Océanie qui sont mis en lumière, et nous allons vers le FIFOI, qui est le Festival international des films de l'océan Indien, où nous voulons développer la même dynamique et la même logique de diffusion de films d'auteurs, quelle que soit leur durée, quel que soit leur format, pour que les téléspectateurs de ces bassins profitent du travail de ceux qui sont les plus à même de parler en leur nom, de parler pour eux, de parler d'eux, etc. Alors, juste avant d'inviter notre dernier invité, j'ai une question encore qui me vient. Alors, on sait bien sûr qu'il y a toujours une sélection qui est faite. C'est normal, il y a des sélections qui sont faites, on reçoit pas mal de films, et puis après on sélectionne ce qu'on garde, ce qu'on diffuse et ce qu'on ne diffuse pas. Tous les programmes, justement, qui ne sont pas diffusés, est-ce que, par exemple, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait des rencontres avec ces réalisateurs-là pour leur dire, voilà, on a reçu ton projet, on a regardé, nous, on a trouvé que c'était un peu moyen parce qu'il manquait peut-être, je sais pas, un aspect technique, ou peut-être que l'acting, ça n'allait pas, ou peut-être qu'il faut réécrire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir, lorsqu'il y a donc des rejets donc de ces films documentaires, un accompagnement, par exemple, par les équipes de la Première, par exemple, pour être sûr ensuite que ce film puisse être diffusé sur l'antenne? Quelqu'un peut-être qui... Merci Gabriel. Il y a un comité de sélection au FIFAC dont je ne fais pas partie, même si France Télévisions est représentée. Ce que nous pouvons dire, c'est que certains films qui ne trouvent pas leur place dans le palmarès ou autres peuvent être achetés
pour une diffusion, à une occasion quelconque. Nous essayons de développer des événements d'antenne et à cette occasion, nous puisons dans les stocks ou les propositions des différents festivals que j'ai cités tout à l'heure. Mais nous faisons aussi des rendez-vous avec les réalisateurs, les producteurs. On prend des rendez-vous au FIFAC. On a rencontré plein de gens, on a plein de rendez-vous ici et à Paris pour effectivement voir si on prend le projet tel qu'il est pour une diffusion dans le bassin ou nous allons plus loin pour essayer de le proposer dans une case nationale. C'est un travail que nous faisons au quotidien. Il y a avec moi Aurélie Mention qui est conseillère de programme, dont c'est le travail au quotidien de voir quelle est la meilleure manière d'exposer et de proposer le film sur nos différentes antennes. C'est vrai que nous avons les cases documentaires dans chaque station première. C'est vrai que nous avons une case Outre-mer le Doc toutes les semaines sur France 3. C'est vrai que nous avons une case mensuelle sur France 5, plus colorée histoire de nos territoires. Mais nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aussi créer des événements. Nous pouvons aussi faire du hors-case. Nous avons l'ambition. C'est dommage, Luc de Saint-Cernin, qui est notre directeur, vient juste de prendre la route pour repartir sur Paris. Mais nous avons effectivement l'ambition de proposer un regard différent, des points de vue différents. Ça a été dit aussi par Muriel Barthélémy lors de l'ouverture du FIFAC. C'est très important pour nous d'imprimer un nouveau regard sur nos mondes, nos réalités, et non seulement chez nous, mais aussi dans toute la France archipel qui parfois s'ignore. Merci beaucoup pour cette intervention très enthousiaste et qui du coup nous réconforte. Oui, Najou, allez-y. William, la mention, je vais compléter un petit peu. Ce que vous disiez, c'est tout simplement le travail. Il faut poser une question sur est-ce qu'on peut avoir des réponses, etc. C'est tout simplement le travail qu'on fait au quotidien, que font toutes les personnes qui travaillent au programme à France Télévisions. On reçoit des dossiers, on travaille avec les producteurs, on échange, on fait des retours. Évidemment, on ne sélectionne pas tout, c'est normal. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment complètement ancré. Voilà. Et les gens ont des retours, ils savent pourquoi on n'a pas retenu. Voilà. Enfin, je pense que les producteurs pourront confirmer. Oui, en fait, c'était surtout pour savoir si du coup ça leur permet à eux, réalisateurs, de se dire de pas se laisser décourager aussi. C'est aussi ça, vous voyez. Oui. C'est déjà tellement difficile de faire un film documentaire que de se dire un film tout court de toute façon, que de se dire bon voilà, je suis découragé, j'ai pas été sélectionné, j'ai pas été retenu, les efforts que j'ai produits ne seront pas finalement mis en avant ni récompensés. Donc je pense, j'ai une petite pensée comme ça pour ceux qui sont qui peuvent se sentir exclus en réalité par rapport à leur projet. Donc on met pas tout à la poubelle en fait, c'est aussi ça. On met pas tout à la poubelle, on travaille vous avez raison, et on sait sur quoi on travaille. C'est normal en fait quand on reçoit des dossiers, parfois aussi on peut accompagner les personnes, leur dire faut encore travailler, ou alors ça ne correspond pas mais ça pourrait correspondre peut-être à une autre case, à un autre endroit. Enfin, non, on accompagne les gens. Après voilà, c'est la vie aussi, quand on fait un livre on n'est pas toujours retenu, quand on fait un documentaire on n'est pas toujours retenu, c'est tout à fait normal. Et pour finir, nous avons des budgets limités. Oh là. J'aimerais rajouter quelque chose un peu plus, on va dire, large. Mais c'est vrai que on a quand même la chance en France d'être sacrément soutenu quand même, que ce soit dans tout ce qu'on peut mettre en place dans le cadre de l'éducation à l'image, ces différents dispositifs qui sont soutenus par l'État, par les DRAC certaines de toutes les régions, qui sont soutenues par les régions, les collectivités territoriales. La formation qui est liée à ça, comme Doc Amazonie Caraïbes, c'est quand même un fonds qui arrive, pareil, de la part de l'État, de la part de la région, pour pouvoir mettre en place ces formations. Donc, il y a évidemment le service public de télé qui est là et qui soutient, qui de plus en plus ouvre des cases. Donc on est quand même bien accompagné. Je veux dire, on est voilà, tout ça on ne pourrait pas le faire sans aide publique. Et donc il faut vraiment le souligner. On a une chance incroyable. Alors c'est vrai qu'on est toujours en train de râler, on n'a jamais assez de moyens, on aimerait toujours faire plus. Voilà. Bon, après, c'est des discussions, c'est des choses qui sont à rebattre régulièrement avec nos partenaires. Mais ils sont là.
Eh bien oui, justement, ils sont là, c'est pour ça qu'on les fait participer avec nous. Alors, nous allons accueillir notre dernière invitée, Carole Anne Vallée, depuis le Canada, superviseure des studios de création Wapikoni Mobile. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. On vous entend très bien. Parfait. Il y a, je crois, entre le Canada et vous, une petite distance, mais si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, merci de m'avertir. Bien sûr. Parfait. Donc, oui, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je viens vous présenter les studios de création virtuelle et mobile du Wapikoni. Avant de commencer, si vous me permettez, j'aimerais reconnaître le territoire sur lequel j'ai la chance de vous parler aujourd'hui. Donc, Tiohtià:ke, Montréal, territoire traditionnel non cédé, qui a longtemps servi de lieu d'échange, de partage, de rencontres entre plusieurs Premières Nations autochtones, protégées aujourd'hui par la nation Kanien'kehá:ka. Donc, Wapikoni, qu'est-ce que c'est? On est en place depuis 2004 et c'est vraiment en 2004 qu'on a lancé nos studios ambulants qu'on appelait à l'époque d'intervention, de formation et de création audiovisuelle et musicale. Des studios, en fait, qui roulent, qui se déplacent vers les communautés autochtones au Canada et au Québec pour offrir des outils de cinéma. Pourquoi Wapikoni, en fait, en hommage à Wabigoni Awashish, qui était une jeune femme atikamekw très engagée auprès des jeunes de sa communauté de Wemotaci. En fait, Wabigoni est décédée dans un événement, dans un tragique accident là, à l'âge de 20 ans. Puis c'est vraiment en son honneur, en fait, qu'ont été créées nos activités. Pour votre information, Wabikoni, ça signifie fleur en atikamekw. Donc, ça a été mentionné tout à l'heure, notre mission, c'est vraiment de promouvoir l'expression des Premières Nations, des Inuits et des Métis, en effet par la création d'œuvres audiovisuelles, donc cinématographiques, mais également musicales. Puis aussi, ça se poursuit avec la diffusion des œuvres une fois les activités terminées. Donc, notre but, c'est vraiment d'offrir un accompagnement personnalisé sous forme de mentorat pour contribuer finalement au développement personnel, professionnel et créatif, tout ça dans le respect de leur souveraineté narrative. En fait, c'est important la partie service de distribution également parce que c'est vraiment par ce médium-là qu'on arrive à faire rayonner les œuvres à travers le Canada, le monde entier sur différentes plateformes. Mais aussi, selon nous, ça favorise la transmission du savoir, la transmission des histoires des membres des Premières Nations, Inuits et Métis, et ultimement, ça sensibilise aussi aux réalités des premiers peuples. Donc, on l'a nommé tout à l'heure, depuis 2004, notre collection, c'est plus de 1300 courts-métrages. On accompagne souvent, c'est ça, du court-métrage documentaire, mais diverses formes, en fait, un peu de fiction expérimentale, des vidéoclips. Et donc, on a accompagné plus de 900 créations musicales originales. Et si je faisais le décompte là, de toutes les communautés et nations visitées depuis 2004, on est autour de 46 communautés différentes et 36 nations, autant au Canada qu'à l'international. Nos activités se concentrent plus au Canada et au Québec, mais on s'est déplacé quand même un petit peu au fil de l'histoire. Ce qui nous caractérise un peu, on n'est pas une école de cinéma, mais ce qu'on vise en fait, c'est vraiment d'avoir un accompagnement qui est culturellement sécurisant, où on accompagne chaque participante à travers le développement d'un projet créatif. On cherche à travers ça, oui, à créer des étincelles, des gens qui vont vraiment avoir envie de faire du cinéma, mais au-delà de ça, créer une œuvre, ça permet aussi de favoriser l'empowerment, encourager le développement du leadership. Puis surtout, à travers ça, on vise à ce qu'il y ait une acquisition de compétences audiovisuelles, c'est certain. On cherche à ce que ce soit adapté à chaque participante selon son expérience, est-ce qu'ils ont déjà réalisé des films ou pas. Puis notre philosophie, c'est vraiment apprendre en créant. Donc, c'est cette idée-là qu'en prenant part à un processus complet de création, de l'idéation à la post-production, on arrive à faire des apprentissages, on arrive à transmettre des connaissances. Et moi, mon mandat là-dedans, c'est de former des équipes, justement, qui sont en mesure d'accompagner
les gens en communauté, être vraiment une référence là, pour eux sur leur projet. Nos studios mobiles, c'est ce qui nous caractérise beaucoup, en fait. Ce qu'on cherche, c'est vraiment de rendre que notre formule soit le plus accessible possible. Le but, en fait, c'est que toute personne qui se présente à la roulotte, une fois que la roulotte est déployée dans la communauté, puisse simplement aller cogner à la porte, rencontrer l'équipe qui est sur place. Et le simple fait d'avoir une idée et d'avoir envie de s'engager, on peut participer au studio mobile. Et nous, notre mandat, c'est de fournir les outils, les connaissances, l'expertise, le matériel, une équipe, puis même un lieu aussi, parce que vous allez le voir tout à l'heure, je vais demander qu'on projette la vidéo, mais la roulotte, c'est vraiment un espace aussi qui peut être nouveau, qui est un espace neutre aussi pour les gens de la communauté. Pour vous donner peut-être une petite idée, ce qu'on appelle une escale mobile, ça dure 25 jours. Donc, on déploie une équipe. 25 jours entre le moment où on ouvre officiellement la roulotte et le moment où on fait une projection finale à la fin de l'escale. Et nous, on constitue des équipes, en fait, souvent 3 membres externes. Donc, 2 cinéastes mentors, un ou une intervenante facilitatrice. Mais dans la communauté, on engage aussi un coordonnateur ou une coordonnatrice locale et un assistant ou une assistante cinéaste, en fait. Pour vous donner peut-être juste une petite idée de grandeur, dans une escale, donc cette durée de 25 jours environ, on va accompagner 20 à 25 participantes. On va des participants qu'on rejoint, qui vont occuper des postes différents sur des films réalisés. Il va y avoir environ, généralement, 4 à 6 courts-métrages et on va faire l'enregistrement d'environ 5 créations musicales originales. Et tout ça se termine par une projection communautaire qui est un moment très, très important, un moment de grande fierté, en fait, pour les artistes. C'est souvent le moment où la première fois, ils vont présenter leur film, mais de grande fierté aussi pour la communauté là, qui reçoit, en fait, je vais la vidéo parler un petit peu plus tôt que je croyais, donc je vais poursuivre après. Pouvez-vous activer le son? Great tools for us Aboriginals to get out into the world and express our creativity. Le Wapikoni, pour moi, c'est une voix. Je dirais que ça a allumé des étincelles. It helped me establish myself as an artist. Ça nous permet aussi de se faire comprendre. On est vraiment fiers de notre culture. Les jeunes offrent leur image, l'image qu'ils perçoivent de leur communauté. C'est pas juste de faire des vidéos. À travers tout ça, j'ai vu le support. It helped so many youth to move past depression and other things. I don't think the communities really realize what they have with Wapikoni. It's amazing. Et on aura donné cet espoir que nos jeunes ont tant besoin. I want to see more of that. Donc, voilà, c'était important pour moi de vous présenter la démo parce que je crois qu'elle elle met en image finalement ce que nous, lorsqu'on parle de studio, de roulotte, j'espère que vous avez pu y voir un peu justement ce lieu-là qui est investi par les membres des communautés. Je sais qu'on a un temps limité, là, je voulais simplement vous partager un petit peu sur une nouvelle formule qu'on a mis en place en 2020. Évidemment, en 2020, c'était impossible pour nous de se déplacer en communauté. Donc, on a créé ce qu'on appelle le studio de création virtuelle.
Le but à ce moment-là, quand ça a été mis en place, c'était vraiment de continuer à rejoindre les artistes en communauté, mais ça répondait à un besoin qui était là avant, qui était connu, qui est celui de combler un certain vide laissé par le passage de nos roulottes mobiles. C'est vrai qu'on y va seulement une fois par année. On va chercher à aller rejoindre des nouvelles communautés aussi à chaque année. Donc, forcément, ça ne veut pas dire qu'on y retourne l'année prochaine. Et pour des artistes qui ont eu la piqûre, qui ont eu envie de poursuivre, ça peut être long et difficile dans le fond, de continuer seul. Donc, c'est un peu le but et le mandat du studio virtuel. On les voit vraiment comme deux activités complémentaires. Et dans le cadre du studio virtuel, on arrive à offrir un accompagnement qui est vraiment plus personnalisé, plus flexible, puis adapté aux besoins de chaque artiste. Ceci étant dit, il faut quand même avoir un petit peu d'expérience parce que se retrouver avec un accompagnement virtuel, ça reste que l'équipe n'est pas nécessairement présente au tournage et tout ça. Donc, pour nous, c'est vraiment un pas vers le perfectionnement. C'est vraiment du mentorat à distance. On offre 4 cohortes virtuelles par année. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment 6 semaines de création avec 6 artistes, membres d'une même cohorte, et vraiment un cinéaste mentor, une intervenante pour un projet. Donc, c'est vraiment du 2 pour 1. Puis, dans le fond, notre vision aussi là-dedans, c'est peut-être de favoriser finalement des rencontres entre des artistes, puisqu'on va, dans une même cohorte, rassembler des artistes des communautés au Québec ou au Canada. Donc, c'est ça, ça fait un peu le tour. Je voulais vous présenter nos activités. Ça me fera plaisir, si jamais il y a des questions, de pouvoir y répondre. Puis évidemment, je vous invite à aller voir notre site web et pour pouvoir visionner les œuvres, là, dans le fond, réalisées par les artistes depuis 2004. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Caroline Vallée. Je crois que je ne suis pas la seule à être jalouse de votre Wakipony mobile. Je crois que Vanilla Lanfranchi a très envie d'avoir une Wakipony qu'elle appellera peut-être autrement, mais en tout cas mobile derrière, c'est sûr. Des questions peut-être pour Caroline, dans le public, peut-être en ligne, ici sur le plateau, des questions? Est-ce que ça vous plairait, par exemple, vous, d'avoir une Kurtz mobile pour aller, pourquoi pas, tourner Ah oui, bien sûr. Et pourquoi pas sur le fleuve dans une pirogue. Une pirogue. Non, mais tout est possible. Pourquoi pas l'imaginer? Après, bon, ça s'organise. Il est vrai que pouvoir intervenir dans les quartiers, c'est aussi avoir des lieux pour le faire. Donc évidemment qu'un espace comme ça, c'est idéal parce que ça permet en effet de pouvoir proposer des choses et que les gens puissent tout de suite monter, voilà, parce que il est vrai qu'ici on a quand même de gros problèmes de transport et pas forcément en tout cas à Saint-Laurent-du-Maroni, d'espace dans les quartiers, de maisons de quartier pour accueillir des ateliers en fait. Donc on se retrouve parfois avec non pas un super studio mobile comme nos amis canadiens, mais plutôt l'arrière de la voiture d'AVM comme studio mobile. C'est un petit peu moins confortable, mais bon, ça marche aussi, hein. Merci beaucoup pour cette intervention. Caroline, merci de nous avoir fait découvrir ce studio ambulant, on le rappelle, à destination de production audiovisuelle, mais également musicale. Merci beaucoup. Ça laisse à réfléchir. Ça donne aussi des projections, pourquoi pas. Il y a Christophe Pierre qui voudrait poser une question. Je voudrais simplement inviter toutes les personnes qui suivent l'intervention à vraiment aller regarder les productions, enfin les courts-métrages qui sont sur Wapikoni Mobile. Moi, j'ai plus jeune, enfin je suis pas vieux, mais plus jeune, j'aimais bien quand même visiter, puisque c'est en termes de représentation autochtone, il n'y a pas non plus des masses de matière, et donc c'est clair que du coup, moi, je connais quelques-uns des artistes qui sont passés par le Wapikoni Mobile, comme Samian, qui aujourd'hui est un rappeur canadien internationalement connu, ou bien Stéphane Papati, qui a remporté plusieurs prix, donc c'est du court-métrage expérimental, mais oui, c'est déconcertant, c'est une autre forme narrative, et justement, c'est une forme narrative qui, moi, m'a parlé, et vraiment, c'est un travail qui est fait, donc j'invite tout le monde
aller visiter le site du Wapikoni, quoi. Donc on rappelle que c'est quand même 1300 productions hein, depuis leur début, donc c'est pas rien. Il y a une question il y a une personne qui nous attend en vidéo, donc pour une question. Bonjour. David. On vous écoute, mais on aimerait vous écouter, mais on ne vous entend pas. Ah, toujours pas, c'est cette histoire de micro que j'appuie pas sur le bouton. Là, c'est Alors bon. allez-y, présentez-vous pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin. Voilà. David Crochet, donc j'ai une remarque et une question. Il y a le festival n'importe quoi. Pardon. Une structure analogue qui s'appelait Vidéo nas Aldeias qui travaillait à Olinda au Brésil. C'était un pour le préciser, mais je pense qu'ils ont périclité maintenant. Mais ils ont travaillé pendant 30 ans à faire des films également, mais je pense que peut-être Caroline Vallée en avait déjà entendu parler auparavant. Et donc, c'est intéressant d'aller voir leur travail parce qu'ils ont commencé dans les années 90. Et il y a eu des échanges entre des Amérindiens du Haut-Maroni et d'autres côté Brésil, justement. Ils avaient fait un travail commun sur de l'atelier comme ça. Et puis, non, et la deuxième question était financière, c'est-à-dire finalement, là, côté Wapikoni, qu'est-ce que vous avez mobilisé comme style de financement? Est-ce que c'est seulement l'État du Canada, la région, enfin des trucs plus institutionnels, ou est-ce que vous allez sur du financement privé? Voilà, je me demandais un peu, ou des financements internationaux, type UNESCO, etc. Je me demandais comment ça marchait. Puis l'autre chose, c'est j'espère qu'il y aura d'autres. Il y avait l'idée il y a déjà 10 ans, il y avait Ader qui avait commencé à réfléchir à ça, à faire des échanges avec Wapikoni. Je crois que ça s'était pas trop fait. Il y a au moins des Guyanais qui étaient venus au Canada il y a peut-être 8 ans. Voilà, mais en tout cas, c'est pour dire que ce soit côté Saint-Laurent, Cayenne, Maripasoula et autres, enfin en tout cas il faudrait activer ce réseau-là et travailler ensemble aussi et peut-être faire. Alors on sait que c'est pas bon hein, avec entre soi là, je pense plutôt à Christophe Pierre ou à d'autres et à travailler ensemble. Et pour le côté Kurt, moi je pense sur la question des Noirs marrons, il y a un gros travail à faire de lien entre les Noirs marrons du Brésil, les Quilombos, de la Colombie, etc. où en fait il y a des communautés marronnes qui existent dans l'Amérique et qui sont pas reliées entre elles. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire sur la question de l'image, du lien, du relien entre soi et que ça donne une force aussi aux uns et aux autres à travailler de concert et sur des territoires lointains. Mais en fait, ça leur donne beaucoup plus de force d'être au côté international, etc. quoi. Voilà. Merci pour votre intervention et vos interrogations. Caroline Vallée, on va vous laisser répondre le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Oui, très, très rapide. C'est pas mon secteur, mais en fait, c'est financement public en grande majorité pour nous. On a certaines fondations privées, là, un tout petit peu de revenus autonomes, mais vraiment, à grande majorité, là, c'est financement fédéral et provincial de notre côté. Voilà pour la réponse pour le financement. Merci beaucoup, Caroline Vallée. Alors, monsieur David disait effectivement... Merci. Et donc, ce que je me dis, c'est... Oui. On est en train de changer de modèle à certains niveaux. Moi, je travaille avec des musées, je travaille sur de la production audiovisuelle. Et je vois que la question des dispositifs participatifs, en tout cas, qui impliquent les habitants et qui rendent les habitants auteurs, ça commence à être autorisé, entre guillemets, s'ils sont un équilibre public, faire de lance de ce genre de travail-là, hein, avec 5 degrés Nord et avec d'autres. Mais en tout cas, il y a vraiment, parce qu'on sait que dans l'industrie côté cinéma, l'industrie vraiment, il y a des budgets qui sont très très importants. Et donc j'avais vu des exemples aussi en Belgique où il y avait un travail fait avec des habitants, mais où on travaille des années avec eux, ils deviennent auteurs, et donc ils rentrent dans l'industrie, et finalement ça met de l'argent dans la machine aussi du travail de terrain, comme vous faites à Piconi, ou comme AVM le fait, ou comme d'autres le font sur le terrain. Voilà. Merci donc, beaucoup pour votre intervention. À réfléchir à peut-être 20 ans, mais c'est des modèles à construire, quoi. Hein, société civile, privée, institutions, etc. Eh bien, on va tous réfléchir ensemble. Merci beaucoup.
Alors, pour rebondir sur ce qu'il disait, effectivement, oui, il y a plusieurs peuples marrons sur différents endroits, mais pas que, hein, qui ne se connaissent pas, mais pas que. Pour les peuples autochtones, c'est la même chose. Hein. Il y a aussi donc plusieurs peuples autochtones qui ne se connaissent pas, notamment tout simplement au Canada. Il y en a qui ne connaissent pas, hein, les Kalinia de Guyane, par exemple. Donc, il y a aussi peut-être que ça donnerait une dimension internationale, comme il l'a souligné, de vous intéresser aussi à d'autres communautés marronnes ou autochtones par-delà les frontières guyanaises. Merci à tous d'avoir été attentifs. Nous arrivons au terme de cette seconde table ronde. Nous retiendrons que c'est possible. Voilà, il faut retenir ça. C'est possible. Nous retiendrons également que la réalisation locale, eh bien, se fait effectivement de plus en plus avec des jeunes motivés et accompagnés notamment par le PIM AVM et puis diffusé avec le relais donc du FIFAC, mais également de France Télévisions, que la diffusion se fait de plus en plus étendue avec maintenant des créneaux qui sont donc dédiés à cela, qu'il y a également donc attention à retenir un modèle Kanak qui va bientôt émerger et dont on entendra certainement parler. Merci à Nouné Loupak pour ça. Et puis, pourquoi pas des pistes de réflexion ou d'action avec effectivement une Wakiponi mobile chez nous de manière différente, appelée différemment, qui fonctionnerait effectivement peut-être pas uniquement pour les peuples autochtones, mais peut-être aussi pour tout simplement les communes qui sont éloignées du littoral. Et puis, bien sûr, toujours de la bonne volonté, une prise de conscience que c'est ensemble qu'on fait bouger les choses et que c'est ensemble, main dans la main, qu'on avance et qu'on fait diffuser au plus large nos produits locaux. Merci à tous. Rendez-vous demain pour la première table ronde qui se tiendra à 9h30. Il sera question des festivals de films documentaires et des dynamiques professionnelles. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés depuis ce matin. Merci à Cédric Ross, Mev Baron, Kylian Dadi, Anaïka Adjako, Guylaine Deliane, Larissa Genza, Jonathan Mosé. Donc on les applaudit parce que grâce à eux, on a pu effectivement mener cette émission. Et merci bien entendu pour l'organisation de cette table ronde à Emmanuel Chouin, directrice du FIFAC, et à Frédéric Violo pour DocMonde. Merci à tous, bon appétit, à demain matin 9h30.